Bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette rencontre autour d'une thématique robotique qui s'intitule L'homme et la machine qui mènent la danse. Avant de laisser nos invités se présenter, je vais juste introduire un tout petit peu le sujet. Pour ceux d'entre vous qui se sont attardés sur la timeline qui est au centre du Grand Palais, vous avez sans doute vu une date, 1961, c'est l'introduction de du premier robot sur une chaîne de production, c'est chez General Motors aux États-Unis. Et 50 ans plus tard, on en est à peu près 3,5 millions de robots installés et en fonctionnement dans les entreprises au niveau mondial. Grand succès donc, puisque c'est une progression assez incroyable. Mais grand succès qui cache aussi un certain nombre de questions ou qui nourrit un certain nombre de fantasmes autour de, finalement, aujourd'hui, un robot, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, et surtout quelques fantasmes sur ce que ça pourrait faire demain et sur les conséquences que ça peut avoir sur le travail des hommes. Avant de venir, je me suis livré, je prends mes notes parce que la formulation exacte est importante, je me suis livré à un petit exercice qui est de parcourir le titre des articles qui concernaient de près notre thématique dans les journaux sur les 3 derniers mois. Alors, les thèses les plus contradictoires sont avancées. Les robots remplaceront-ils les humains au travail demain, pour Challenge, à finalement, les robots ne vont pas nous voler notre travail, pour Numérama. Certaines sont catastrophistes. Votre travail sera fait par un robot en 2025 et vous serez à la rue. Sympa. D'autres, au contraire, très enthousiastes, la révolution ou l'avenir heureux de l'homme au travail. Certains articles interrogent sur la portée de cette révolution, comme le journal du CNRS, à l'usine ou au bureau, tous remplacés par des robots, point d'interrogation. Et d'autres s'interrogent sur des modifications plus globales, et si la robotisation du travail créait des emplois. Alors, est-ce que chacun d'entre vous peut se présenter rapidement et, pour entrer dans le vif du sujet, peut nous dire un peu quel est son rapport à la robotique? Bénédicte. Bonjour à tous. Donc Bénédicte Blot, comme vous le voyez, je suis directrice du site de La Balme-les-Grottes, donc directrice d'un site industriel chez Biomérieux. En un mot, peut-être une rapide présentation de Biomérieux pour ceux qui ne connaîtraient pas nos activités. Donc nous sommes un industriel du domaine du diagnostic. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement? On développe et on produit des machines, des logiciels et des tests qui, mis en contact avec un échantillon d'un patient, vont permettre de révéler, détecter, identifier la maladie dont la personne serait atteinte. Donc voilà, notre travail, c'est en amont du traitement médical, c'est le diagnostic médical. Alors c'est à la fois sur le diagnostic médical et également, on vient travailler également sur l'industrie, on vient aider les industriels à garantir la qualité de leurs produits puisque nos solutions peuvent également être utilisées par les industriels. Donc voilà pour Biomérieux. Et puis pour ma part, j'ai intégré donc Biomérieux il y a 6 ans. Je suis aujourd'hui directrice du site de La Balme, mais précédemment, j'ai travaillé sur le site de Marcy. Et j'ai été invitée notamment à cette table ronde, et je vous en remercie, pour partager avec vous une expérience autour d'un projet de transformation. Projet de transformation autour de la machine, mais surtout dont le centre, c'est l'humain. Donc d'où la question, hein, l'homme ou la machine qui mène la danse. Alors en un mot, je vous dirais l'homme, évidemment, mais on va développer un petit peu plus longuement autour de la table ronde le sujet. Merci. Cyril. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Cyril Jacquelin, pour ma part, comme vous le voyez aussi, je travaille au CETIM, donc pour le Centre technique des industries mécaniques. Donc c'est un organisme un peu à part, on va dire. On est vraiment là pour faire du transfert industriel, donc faire en sorte que les technologies développées dans la R&D finalement après puissent se retrouver dans les entreprises. Donc la robotique fait partie de ces sujets-là. Et pour ma part, je gère ce qu'on appelle le Robotic Park, donc qui sont le regroupement des différents démonstrateurs robotiques qu'on peut avoir au sein du CETIM.
et je m'occupe d'une communauté de chefs de projet sur la thématique robotique pour essayer de trouver des sujets communs sur nos pôles d'activité sur la robotique et essayer d'avoir des sujets à plus forte valeur ajoutée. Alors pour ma part, moi ça fait 7 ans que je suis au CETIM, ça fait 7 ans que je travaille dans le domaine de la robotique, mais ça remonte à beaucoup plus longtemps parce que j'ai toujours voulu faire de la robotique. Initialement, alors je suis un grand amateur de cinéma, j'adore tout ce qui est cinéma, littérature sur ces sujets-là. Et ça m'a fait tomber dans le sujet. Donc je me suis plutôt orienté au début sur tout ce qui était robotique humanoïde, qui m'a ensuite amené sur tout ce qui était plutôt robotique collaborative. Et donc là, c'est ce qui a été évoqué sur justement le centre qui est plutôt l'humain, notamment dans tout ce qui est industrie du futur, industrie 4.0, etc. Et je suis vraiment dans l'optique valorisation de l'humain, de l'opérateur par les nouvelles technologies. Donc effectivement, ça va être plutôt développé après. Et voilà pour un petit résumé. Merci. Bonjour à tous. Yves Gelon, je suis responsable de la robotique chez Stobli. Alors Stobli, c'est le seul constructeur de robots en France. Nous sommes situés en Haute-Savoie, à Faverges, et nous produisons quelques milliers de robots par an. Robots, il faut le préciser, robots industriels, donc gamme de robots 6 axes, gamme de robots 4 axes, dont vous avez pu voir un peu partout dans la salle. Et je suis très content de participer à ces échanges qui vont, j'espère, être intéressants. Et j'espère vraiment amener un peu des réponses à toutes les questions que vous avez certainement en tête. Donc merci en tout cas de votre écoute. Merci. Vincent ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être là. Mon nom, c'est Vincent Ingo et comme vous pouvez le lire, je suis responsable des affaires industrielles ou du manufacturing chez Sanofi Pasteur. Je vous rappelle que Sanofi Pasteur, c'est la division de Sanofi qui est entièrement dédicacée à la production de vaccins et uniquement de vaccins. Tout ce qui est la partie pharma dépend d'une autre division. La partie vaccin chez Sanofi, donc Sanofi Pasteur, ça représente 10 000 personnes dans le monde, 12 sites de production répartis à peu près sur chaque continent, avec le but évidemment c'est de participer à la santé. Et comme vous le savez, ce qui est important, et c'est peut-être pas aussi flagrant pour tout le monde et pour l'audience, ce qui est spécifique des vaccins, c'est vous vacciner, vous protéger, vous vacciner des personnes en bonne santé. Et donc tout ce qui est réglementation est très importante au niveau de la production des vaccins. J'ai rejoint Sanofi il y a 5 ans. J'ai commencé en étant responsable du site de Marcy, l'Étoile, près de Lyon. Et il y a 3 ans, j'ai pris cette direction de la production globale pour Sanofi Pasteur. La petite anecdote que je voulais partager avec vous au niveau du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que j'ai toujours été un passionné par la robotique et par l'informatique en général. Hein, les deux sont liés. Mais quand j'ai commencé ma carrière en tant que jeune ingénieur, mais je peux vous dire que l'ère de la robotique, et bon, vous le voyez, il y a un certain nombre d'années, évidemment, la robotique n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui, n'offrait pas les mêmes possibilités et opportunités qu'elle offre aujourd'hui. Et je pense que le futur et les prochaines années vont réellement nous offrir des possibilités, des opportunités qui étaient juste inimaginables il y a encore quelques temps. Merci. Merci. Et ben justement, avant de nous projeter dans le futur, c'est quand même un sujet qui est beaucoup débattu et qui est présent, comme l'évoquait Cyril tout à l'heure, dans beaucoup d'œuvres de science-fiction ou dans beaucoup de choses qui nous entourent aujourd'hui, des séries télé, etc. Et en fait, l'intérêt peut-être est de rappeler ce que ça fait vraiment aujourd'hui, un robot dans l'industrie. Et comme on a la chance d'avoir 2 industriels qui sont des utilisateurs de ces technologies, moi j'aimerais bien savoir ce que ça fait aujourd'hui un robot dans l'industrie. Bénédicte. Alors, je vous parlais d'un projet de transformation qu'on a mené. Je pense que le plus simple, c'est qu'effectivement, je m'appuie sur ce projet pour vous montrer à quel point les robots peuvent être une aide. Alors, ce projet de transformation, on était dans un atelier totalement manuel, où des gens assis à des postes de travail venaient regrouper différents éléments produits ailleurs dans d'autres usines ou sur la même usine Biomérieux et les regrouper pour faire un produit fini. Cette activité était purement manuelle depuis 30 ans. Il a été décidé effectivement d'automatiser cette activité. Alors pourquoi ?
La première raison qui nous a conduit à envisager cette automatisation, c'est avant tout l'ergonomie et les conditions de travail. Limiter effectivement la pénibilité au poste, limiter les gestes répétitifs pour des personnes qui effectivement, tout au long de leur journée de travail, viennent réaliser ces étapes de conditionnement. Donc vraiment le premier moteur de l'automatisation dans ce projet-là, c'était clairement de travailler sur la pénibilité du travail. Le deuxième enjeu qu'on cherchait à couvrir au travers de ce projet, c'est la qualité de nos produits. Garantir au travers de l'automatisation et du contrôle à 100% par des moyens de caméra, etc., garantir une répétabilité et une qualité à 100% de nos produits. Et puis la troisième chose, on avait la chance, et on a la chance, d'être sur un produit en forte croissance, et donc l'idée était d'accompagner cette croissance à la fois en capacité et en rapidité d'exécution. Donc clairement, aujourd'hui, on était sur un projet à la fois technique, mais dont vous avez compris que les enjeux sont avant tout des enjeux humains. La réussite de ce projet, c'est que finalement, on est passé d'un atelier avec des gens qui travaillaient seuls à leur poste de travail à une équipe qui conduit une ligne et donc une équipe qui mène la danse. En aucun cas, c'est la ligne ou la machine qui mène la danse, c'est clairement une équipe et une fierté de travailler en équipe autour de cette ligne qui fait la réussite et le succès du projet. Alors ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Pour assurer ce succès humain avant un succès technologique, ce qu'il a fallu, c'est évidemment inclure au quotidien dans la phase projet, pendant les 2 ans qu'ont duré ce projet, inclure les équipes dans la conception, dans la réalisation des tests. Nos collaborateurs sont allés chez les fournisseurs pour s'approprier leurs conditions de travail de demain et pour s'approprier cette machine et pour être véritablement les conducteurs de la machine de demain. Le gros enjeu, on avait une équipe A, et l'objectif, c'est qu'à la fin du projet, on ait toujours cette même équipe, malgré la transformation radicale de leur métier. Et c'est là qu'est la réussite du projet, puisque les mêmes collaborateurs avant sont nos collaborateurs de demain, mais avec un métier totalement transformé. Merci. Chez Sanofi ? Chez Sanofi, moi je peux vous parler je peux vous donner un exemple qui va corroborer ce qui vient d'être dit au niveau de la machine ou le robot qui remplace et qui améliore la pénibilité, la reproductibilité, la qualité et dès lors qui va amener un niveau de qualité qui est nécessaire dans notre industrie. Je peux vous citer un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le contrôle visuel. Donc vous devez savoir que dans le vaccin, qui est par définition, encore une fois, des substances qui sont injectables, il est clair qu'on doit garantir qu'il n'y a aucune particule dans les vaccins, des particules indésirables. Et de ce fait, tous nos contenants, ou nos containers, doivent être vérifiés un par un. Que ce soit des seringues pré-remplies, que ce soit des flacons, tous doivent être vérifiés à 100%. Alors vous imaginez bien que la personne qui, à longueur de journée, doit regarder des flacons dans le noir d'abord et au travers une lumière spécifique pour pouvoir identifier les particules, faire ça à longueur de journée, même s'il y a des temps de pause, même s'il y a des temps de repos, vous imaginez la pénibilité de ce job et aussi le risque qui, à force, avec la fatigue, avec l'être humain est toujours l'être humain, il y a des émotions, il y a des perceptions, le risque qu'on prend aussi de pouvoir passer à côté d'une particule dans un conteneur. L'inspection automatique, qui est une des bases aussi de la robotique, il y avait un système de caméra avec un système de rotation de ces contenants pour pouvoir remettre les particules en suspension et pour pouvoir dès lors les détecter, mais amène encore une fois 2 facteurs. 1, réduire la pénibilité de nos collaborateurs. 2, un meilleur niveau de qualité et de reproductibilité aussi d'un lot à l'autre. Donc c'est excessivement important et je ne peux aussi que remettre en exergue ce qui vient d'être dit, c'est le fait que ce n'est pas parce qu'on a mis des machines automatiques que nous avons réduit le nombre de collaborateurs. Non, les collaborateurs doivent être re-spécialisés dans d'autres types d'activités qui amènent plus de valeur ajoutée et qui aussi permettent de contrôler ou de qualifier ces robots, ces machines automatiques. Merci. Yves.
Est-ce que vous vous retrouvez, puisque si je ne me trompe pas, vous êtes fournisseur à la fois pour bioMérieux et pour Sanofi, est-ce que vous vous retrouvez dans cette description de ce que fait un robot aujourd'hui dans l'industrie? Je me retrouve parfaitement. Du coup, je suis assez satisfait de voir qu'on a 2 utilisateurs satisfaits, je pense. Je me retrouve parfaitement. Donc, vous avez certainement pu voir des robots. Une majeure partie, ce sont des robots Stobli. Donc, on les a conçus pour qu'ils puissent travailler dans des milieux propres, milieux stériles. On a toute une gamme de robots, justement, qui est vraiment adaptée à ces milieux-là. Donc, là, je pense qu'on est vraiment dans leur utilisation optimum et je suis très satisfait de le vérifier et de voir qu'ils correspondent parfaitement. Cyril, quand un industriel vient vous voir, c'est souvent avec ces questions-là, de se dire comment je peux limiter la pénibilité, comment je peux faire gagner mes équipes en technicité et être capable de les former en même temps que je les accompagne dans le changement de ce que va être leur quotidien au travail demain? Aujourd'hui, globalement, oui, c'est les demandes qu'on a très clairement par rapport aux industriels qui viennent nous voir. On est vraiment sur la valorisation de ce qu'est capable de faire l'employé au final. C'est-à-dire qu'on nous demande de plus en plus de diminuer tout ce qui est sans valeur ajoutée, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, etc., pour finalement requalifier ce que doit faire l'opérateur. Ça a été très bien dit tout à l'heure sur justement la transformation un petit peu du travail et recentrer finalement sur l'expertise de l'opérateur. Donc ça a aussi été évoqué tout à l'heure, la montée en compétences. Donc c'est clairement une demande qui est mise en avant par les industriels. Donc je ne vais pas paraphraser ce qui a été fait parce que finalement ça a été très bien dit. Donc finalement on est assez en phase sur le pourquoi on veut robotiser aujourd'hui. Et donc pas du tout dans l'optique effectivement de remplacer, mais plutôt dans l'optique de valoriser. D'accord. Juste une question, par exemple chez bioMérieux, ça se fait en combien de temps une transformation d'une chaîne comme ça? Alors là, on parle d'un projet qui s'est en gros déroulé sur 18 à 24 mois. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'on n'est pas sur une solution qui a été imaginée, conçue dans l'esprit de personnes qui auraient été dans des bureaux, devant des ordinateurs, mais bien une solution qui, pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit efficace et au service des collaborateurs, une solution qui se construit avec les collaborateurs. Donc très clairement, quand on parle de 18 à 24 mois, c'est un investissement important, mais c'est 18 à 24 mois au cours desquels les collaborateurs sont mis à contribution quasiment au quotidien pour accompagner toutes les étapes de conception, de prototypage, de test, etc. Clairement, il faut bien imaginer qu'une solution qui tomberait comme ça de l'esprit et de bureau de certains et qui serait livrée ensuite à des opérateurs à qui on dirait bah, allez-y, là on serait effectivement très probablement sur un échec. Alors bien sûr, technologiquement, on serait peut-être au rendez-vous. Par contre, derrière, c'est des solutions qui n'ont pas d'avenir. Donc il est important, effectivement, dans la façon dont on conduit ces projets, de les mener avec les collaborateurs eux-mêmes. Et justement, si on voit cette logique de modification de l'action, enfin de l'emploi et de la technicité liée à une tâche donnée, est-ce qu'on est capable de se projeter un peu aussi, et là je me tourne plus vers la recherche et vers les fabricants de robots, se dire est-ce qu'il y a une limite à ce qu'on est capable d'automatiser pour le dire un peu basiquement, est-ce que demain on peut imaginer que toutes les tâches qui nécessitent un déplacement, une transformation, etc., puissent être réalisées par un robot? J'ai commencé à la robotique il y a plus de 30 ans. Et à l'époque, je voyais de nombreuses limites, évidemment. Aujourd'hui, avec les évolutions, on arrive à des niveaux où on fait beaucoup de choses et j'ai un peu de mal à me dire on a telle ou telle limite. Alors, n'y voyez aucune prétention. C'est qu'avec nos robots, on est capable d'ajouter des capteurs, des systèmes de vision, des systèmes extérieurs qui permettent de donner une intelligence. Pour certains, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, on a une représentation de robots qui opèrent le cerveau, qui fait des choses vraiment
vraiment qui sont extraordinaires et qui sont d'une utilité extrême dans le sens où on arrive à des résultats qui sont vraiment d'une précision et vraiment, je vois assez peu de limites. Donc pas de limite. Peu. Peu de limites. Cyril? Alors, pour moi, ça dépend de la durée, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle futur. Est-ce que c'est dans 2, 10, 15, 100 ans Là, mon niveau de réponse ne va pas être le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à très court terme, à la question est-ce qu'on peut tout automatiser, je ne pense pas. Vraiment tout. Après, je suis entièrement d'accord, on peut faire des choses incroyables. Effectivement, le robot, notamment sur les opérations au niveau du cerveau, fait quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'on peut tout automatiser aujourd'hui? Ça demande quand même beaucoup d'adjonctions de technologie. Ça me semble compliqué. Et c'est pour ça que justement la robotique collaborative aujourd'hui est plutôt positive parce que on a quand même encore besoin des opérateurs sur des choses à forte valeur ajoutée. Après, qu'on augmente de plus en plus ce qu'on est capable de faire avec des robots, oui, a priori oui. Et après, dans quelles limites? Alors là, c'est pour ça que je parlais après sur du très long terme. Effectivement, technologiquement, je pense pas qu'il y ait de limite. Après, c'est le camp. Là, à voir. Et après, la question se pose, est-ce que Biomérieux, par exemple, vous seriez utilisateur de ces robots qui font tout? Alors, je vais peut-être me mettre un tout petit peu en opposition avec ce qui a été dit. Ou alors, je vais compléter, donner un autre regard. Non, on n'automatisera pas tout. L'humain reste notre force. La créativité ne sera jamais déléguée au robot. L'inventivité ne sera jamais déléguée au robot. L'amélioration continue ne sera pas déléguée au robot. Donc le robot, il fera ce qu'on lui demandera de faire. Alors peut-être effectivement, dans 150 ans, l'intelligence artificielle aura fait de tels progrès qu'il pourra nous aider effectivement à être le créatif et l'inventif de demain. Mais aujourd'hui, le robot, et pour quelques années encore, il fait ce qu'on lui demande de faire. Donc il fait des merveilles, mais ce qu'on lui demande de faire. L'homme, au contraire, il a cette force de pouvoir faire non seulement ce qu'on lui a demandé de faire, mais aussi de voir au-delà de ce qu'on lui demande. Et ça, le robot, il ne sait pas faire. Alors voilà, c'est un bon complément. L'homme et la machine, c'est l'homme et la machine, et ce n'est pas l'homme ou la machine. Vincent? Vincent. Ok, quelques supporters là, Biomérieux, c'est bien. Il doit y avoir des supporters Sanofi aussi. Ah, eh ben... Ok. Non, moi je voulais simplement dire une chose. Alors moi je ne sais pas où on ira, où on sera dans 50 ans, et malheureusement je ne pense pas que je pourrai le voir, mais je pense que d'une façon générale, et ce n'est pas uniquement pour le digital, il ne faut pas se mettre de limites. Oui, il faut viser haut. Alors quand est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que la technologie va évoluer assez rapidement pour y aller? Je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait aujourd'hui. Quand vous voyez les progrès qu'on a fait les 10 dernières années dans le domaine du digital, est-ce qu'on l'avait prévu il y a 10 ans que ça irait aussi vite? Je ne pense pas. Donc moi, personnellement, je vise haut avec beaucoup d'ambition, même si jamais il faudra un certain temps pour y arriver. Je pense que se mettre des contraintes et des limites, je pense que ça n'a plus aucun sens parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sait dire à quelle vitesse va encore s'améliorer tous les capteurs, toutes les puces digitales, les capacités de calcul qui n'étaient pas disponibles il n'y a pas si longtemps que ça. On a des capacités de calcul maintenant pour piloter des robots et j'espère que vous avez eu l'occasion d'aller sur les différents stands. Vous voyez des petits robots qui ont une manipulation assez simple, mais simplement il y a pas si longtemps que ça. C'était juste pas possible. Il fallait avoir 3 armoires de PC derrière et de cartes informatiques pour pouvoir les piloter. Maintenant, ça réside dans un petit boîtier qui est avec le robot, qui est embarqué. Le robot, il apprend par rapport à vos gestes. Donc, on l'avait pas prévu tout ça. Donc, je pense que se mettre une limite, je pense que c'est pas bien. Il faut voir beaucoup plus loin, le plus loin qu'on puisse, quitte à y aller par étapes. Yves. Oui, peut-être pour ajouter, je me suis peut-être mal exprimé. En fait, on voit que nos systèmes ont des capacités très importantes, mais évidemment que du jour au lendemain, et effectivement, je me suis peut-être fourvoyé. En tout cas, dans les projets qu'on nous amène aujourd'hui, on est capable de faire un grand nombre de choses, mais l'être humain est là encore. Donc, évidemment qu'on a besoin
On a besoin de beaucoup de choses encore qu'on ne va pas pouvoir fournir avec nos robots. Nos robots, on est là pour faire du mouvement lié avec de l'intelligence. C'est bien. Ce que je retiens de vos différentes interventions, c'est quand même que globalement, si je suis un jeune aujourd'hui, je veux dire qu'il y a quand même de fortes chances que demain, dans mon travail, je croise un robot. Et donc, quels conseils on pourrait donner justement à des gens qui sont en recherche de formation, par exemple, de se dire est-ce que c'est quelque chose qu'il faut intégrer comme un outil, et de se dire finalement c'est bien d'être formé à ces questions-là, puisque si on prend un autre outil qui a modifié fortement la façon dont on travaille, l'introduction de l'ordinateur dans un certain nombre de métiers a complètement modifié la façon dont on travaille aujourd'hui. Une secrétaire ou une assistante ne travaille plus de la même manière qu'il y a 40 ans. Donc, vos conseils en tant que professionnel ou en tant qu'utilisateur par rapport à ça, c'est quoi? Formez-vous à travailler avec un robot? Ouais. Est-ce qu'on forme à travailler avec un robot? Alors, clairement, la problématique de la formation est une problématique importante aujourd'hui. La plupart des industriels sont en recherche de compétences dans ces domaines-là, puisqu'effectivement, le nombre de robots se multiplie, en France comme ailleurs, à la fois du robot qui nécessite des compétences en automatisation, en programmation, et également des robots peut-être aujourd'hui un petit peu plus simples d'accès. Il y a une nouvelle, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, avec la robotique collaborative, qui sont des robots un peu plus basés sur l'intelligence artificielle. Mais finalement, ces compétences-là sont des compétences qui sont aujourd'hui extrêmement recherchées dans l'industrie pour accompagner le développement et la mise en place des robots, tout à fait. D'accord. Chez Stobli aussi, je crois. Oui, bien sûr. Bon, on est constructeur robots, mais aussi on les a mis aussi dans nos usines. Donc on a un grand nombre de robots chez nous qu'on utilise et qu'on teste et qu'on met au point. Enfin, l'utilisation des robots se simplifie. On a des interfaces de plus en plus pratiques, conviviaux, intuitifs évidemment. Et du coup, aujourd'hui, dans notre monde actuel, en tout cas en France, ce qui nous manque quand on parle de formation, et je crois que c'était un peu le départ de la discussion, c'est qu'on a un manque important de gens qui soient capables de créer des machines autour du robot, parce que le robot en lui-même, il bouge, mais il ne fait pas c'est pas une finalité en soi. Et du coup, il y a besoin vraiment d'une grande expertise pour créer les machines dont on vient de parler. Donc là-dessus, il y a de très gros débouchés et il y a un manque évident en France, particulièrement. D'accord. Chez Sanofi, on fait le même constat. Il y a des profils qu'on a du mal à recruter. Oui, aujourd'hui, on a toujours des profils qu'on a du mal à recruter, mais je dirais que c'est le début. Je pense qu'il ne faut pas convaincre les jeunes aujourd'hui qu'il faut aller vers la robotisation. Je pense que dans leurs études, c'est les premiers à utiliser les tablettes, à utiliser le digital, à voir les robots. Je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est déjà aujourd'hui, c'est dans tous les nouveaux projets qu'on essaye d'imaginer, c'est de penser aussi futur, et que ce soit digital, que ce soit robotique. Je vous dis, et je vous l'ai dit en introduction, je pense que le profil des collaborateurs va changer et va devoir changer. Ce ne sont plus eux qui vont faire les tâches pénibles et répétitives, mais ils vont devoir un peu se spécialiser pour maintenir les robots, pour programmer les robots, pour valider les robots, pour qualifier les robots. Pourquoi? Parce que c'est peut-être encore un domaine où on a besoin et on aura encore besoin d'avoir le support, par exemple, des autorités et des autorités de la santé pour pouvoir croire dans la robotisation et les convaincre qu'un robot fera la même qualité, voire mieux, de travail qu'un opérateur. Je pense que tout ce qu'on parle au niveau validé, pouvoir démontrer qu'un robot, d'une fois à l'autre, va faire la même chose, si jamais il a d'autres contraintes et ne va pas commencer à changer ou dévier, ce qu'on appelle cette validation ou cette qualification va demander encore un peu d'effort, en tout cas dans le domaine de la santé, de travailler avec les autorités pour les amener aussi à approuver ce genre de mouvement ou de direction vers tout ce qui est automatisation, robotisation. Merci.
Cyril, demain, ça sera facile de dialoguer avec un robot? Ça se simplifie de plus en plus. Enfin, de jour après jour, ça a été dit, hein, il y a de plus en plus de flexibilité, de facilité de prise en main, d'interface, de tout type d'interface. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus pour que justement l'opérateur s'approprie le moyen de plus en plus facilement au final, pour que justement la montée en compétence sur cette partie spécifique d'usage. J'ai bien aimé le terme d'outil tout à l'heure. Moi, je considère que le robot, effectivement, c'est un outil pour arriver à un procédé particulier. Et ce côté apprentissage de l'utilisation de l'outil, on essaie de le simplifier au maximum. Ouais. Donc c'est vraiment une tendance vers laquelle on va, pour que justement on focalise plus, encore une fois, sur la maîtrise du procédé, plus que sur le robot en lui-même. Et donc c'est de comprendre des logiques à la fois, pour qu'on comprenne bien, hein, qui sont à la fois des logiques mécaniques et des logiques informatiques, où ça devient même tellement transparent que c'est plus la question d'un compagnon, finalement, presque d'un membre de l'équipe que d'une machine. Alors je dirais plutôt le deuxième quasiment, sur le côté appropriation et le côté c'est quasiment devenu je ne vais pas dire un copain, mais quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Alors, il y a pas mal d'études sociétales qui ont été réalisées et qui sont assez intéressantes, où en général je considère qu'on a gagné une introduction au niveau de la robotique quand on commence à donner un nom au robot, quand on lui met une casquette sur la tête. Et ça arrive vraiment. Ça veut dire qu'on est capable de s'approprier et qu'on a de l'empathie aussi par rapport à cette machine. Alors là, j'en reviens à ce que je disais au tout début. Il y a ce côté social et ce côté lien finalement avec la machine qui est intéressant. Et donc chez Ch'tobi, vous développez des réseaux sociaux pour vos petits protégés ou pas? On a une page Facebook de chacun des robots ou... Pas tout à fait, mais en tout cas, on a une communauté qui travaille et on progresse là-dessus, évidemment, sur la simplification, sur la mise en réseau. C'est sûr, c'est la voie, c'est la direction. D'accord. Et donc chez Biomérieux, il a été nommé ou pas ce robot? Alors notre copain robot n'a pas encore de nom, mais effectivement, on a lancé une initiative il y a peu de temps pour justement mettre à disposition ces nouveaux robots, c'est-à-dire que les robots qu'on peut avoir tous en tête, qui sont des robots enfermés dans une cage, etc., ça existera toujours, ça existe toujours, mais il y a la nouvelle génération aujourd'hui avec les robots collaboratifs qui ont cette capacité d'être effectivement extrêmement flexibles et faciles à programmer, mais qui également peuvent travailler dans le même environnement que les collaborateurs. Donc il n'y a plus cette séparation entre l'homme et le robot, et finalement on travaille ensemble dans le même environnement. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau, et effectivement il y a une forme de lien qui se crée avec ce nouveau collaborateur, ce copain robot qui finalement partage notre quotidien. Donc il n'a pas encore de nom. On l'a testé tout récemment. Les équipes sont très fières et très heureuses d'intégrer ce nouveau copain. Donc voilà, il n'y a pas du tout de réticence par rapport à l'arrivée de ce copain qui finalement vient enlever des tâches répétitives, pénibles, qui n'ont pas réellement de valeur ajoutée. Et donc c'est perçu de façon très très positive, effectivement. Moi, je rajouterais simplement un point. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Maintenant, il faut laisser ça dans son contexte. Hein. Avant de parler d'empathie pour le robot, moi, je veux d'abord être sûr qu'on ait de l'empathie pour nos collaborateurs. Il faut être sûr que ce point-là soit déjà achevé avant de commencer à parler réseaux sociaux avec les robots, etc. Parce qu'en fait, à la fin, comme on l'a dit, le robot ne va pas remplacer l'humain. Le robot va toujours avoir besoin de l'humain. Il y a un domaine qu'on n'a pas encore accroché, puisque on a parlé de robots beaucoup, on n'a pas encore parlé de l'intelligence artificielle, qui va venir encore après et qui va encore changer quelque chose. Est-ce que ça va venir, est-ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans? Mais je pense qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Hein. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'abord de mettre l'empathie d'abord sur le collaborateur, les humains encore, être sûr qu'il est bien là avant de commencer à parler empathie sur les robots. Et justement, on va finir sur cette question, se dire, on a beaucoup parlé de la place du robot dans l'usine, finalement, dans des ateliers de production. On a parlé chaîne de production. Et dans un des titres que je vous donnais au début, il y avait la question de se dire, est-ce que le robot, il va aussi arriver dans les bureaux? Et là, on fait évidemment appel à des choses qui sont un peu plus complexes, mais qui sont ce mélange entre effectivement une intelligence artificielle et une force de déplacement qui peut rapprocher, sur certains cas, le robot de l'homme. Alors, on est d'accord, hein, normalement, un robot, dans sa définition, et là je me tourne vers Cyril,
Un robot est une association d'un objet mécanique et d'un programme informatique. Théoriquement, la définition d'un robot, c'est une définition normée. Théoriquement, il y a un certain nombre d'axes et ça doit se déplacer de façon autonome dans son environnement avec un certain degré d'autonomie et pour pouvoir réaliser certaines tâches. C'est une définition qui existe et qui est claire. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on considère aujourd'hui comme étant un robot informatique, les chatbots, ce genre de choses, ce n'est pas un robot. C'est un vocabulaire qui est usité couramment aujourd'hui, mais ça ne rentre pas dans la définition. Donc après, est-ce qu'un robot, vu la définition que je viens de donner, est-ce que ça va rentrer dans les bureaux ? Pas tout de suite. Là, on va revenir sur tout ce qui est robotique humanoïde, etc. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans les mêmes degrés temporels. D'accord. Et en une échelle prospectiviste, on sort la boule de cristal. Honnêtement, on entend tout et n'importe quoi sur ça. Enfin, je veux dire, on entend... par exemple, il y a eu une étude il n'y a pas longtemps qui disait qu'en 2050, un robot humanoïde serait capable de battre le premier joueur de tennis au monde. Est-ce que ce sera vrai ou pas ? On verra en 2050. Rendez-vous en 2050. Ouais. Vos prochains défis à tous concernant la robotique ? On n'avait pas préparé la question. Pas du tout, mais je surprends le complètement. panel. Non, donc nous on continue effectivement à travailler. Je vous ai parlé de ce test avec le copain robot. L'idée c'est de continuer à déployer effectivement ces initiatives, voir dans quelle mesure elles peuvent se mettre au service de nos collaborateurs, limiter effectivement tout ce qui est pénibilité et problématiques de TMS. C'est un enjeu important aujourd'hui dans l'industrie. Donc voilà, continuer à travailler sur ces axes-là d'intégration, notamment de la robotique collaborative et pas uniquement. Merci. Cyril ? Moi, je vais continuer à militer pour la robotique collaborative aussi. Je vais redire ce que j'ai dit au début. Je suis vraiment sur la valorisation des compétences de l'opérateur et sur finalement son bien-être aussi au travail. Donc, je suis convaincu qu'un bon travail n'est réalisé qu'à partir du moment où on s'y sent bien dans son environnement de travail. Donc, l'objectif, c'est de démocratiser ça. Ça a été relativement long à intégrer dans les entreprises, à voir justement se développer cette thématique-là. Donc pour moi, c'est vraiment de continuer à militer activement pour que justement on ait de plus en plus de possibilités en termes de robotique et notamment collaboratif. Yves ? Alors de notre côté, notre souhait, c'est d'accompagner les besoins et c'est de fournir des robots qui correspondent le mieux aux différents besoins. Et aussi en France, en tout cas, c'est d'essayer de rattraper un peu le retard. J'ai quelques chiffres et je pense que vous ne les avez pas forcément. Aujourd'hui, en France, on est le 3e européen en termes de robotique installée. Et je pense qu'on a à faire parce que quand on parle de nos soucis du quotidien, on voit qu'on a besoin de se renforcer, notamment dans les PME. Et se renforcer dans les PME, ça passe par des moyens de production. Et je ne parle pas que robotique, je parle moyens de production. Et donc aujourd'hui, en France, on est 3e. Les Allemands étant premier, les Italiens, deuxième. Et là, on vient de passer devant les Espagnols, on est 3e. Donc voilà, ça c'est la situation. Et en tout cas, nous, ce qu'on vise, c'est essayer de faire rattraper le retard en France, en sachant qu'on travaille sur le monde entier, bien évidemment. Yves ? Vincent ? Excuse-moi. Donc pour moi, il y a deux sujets, et j'en ai touché brièvement juste avant. Le premier qui est très important, et encore une fois, c'est peut-être très spécifique à une société qui acte dans le domaine de la santé, que ce soit vaccin ou bien le pharma en général, c'est les autorités de santé dans les différents pays. Il y a énormément de travail qui doit être commencé aujourd'hui avec les différentes autorités de santé, pas uniquement en France, mais au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, partout dans le monde, pour qu'ils acceptent cette migration vers cette robotique, cette intelligence artificielle. Ça, c'est très important. Ils ne sont pas encore là, ils n'y croient pas, ils sont très prudents, ils posent énormément de questions, encore une fois, dans un domaine qui est excessivement régulé, qui est le mien dans les vaccins, qui est peut-être le domaine le plus régulé de toute l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est le premier aspect sur lequel on doit se focaliser. Le deuxième, c'est, encore une fois, la machine ne va pas remplacer l'homme, mais l'homme va devoir je ne vais pas dire se réinventer, mais en tout cas changer un petit peu de profil. Donc par rapport à nos collaborateurs d'aujourd'hui,
quels sont les plans qu'on doit développer aujourd'hui pour qu'ils changent leur domaine d'expérience et qu'une fois que les robots, etc., viendront en place, qu'ils soient prêts à faire cette conversion pour que le robot fonctionne parfaitement. Merci. Merci à tous et on est parfaitement dans les temps. Merci. Merci à tous.